Bien, alors nous allons commencer la dernière séance du séminaire et comme je vous l'avais annoncé, j'ai décidé de faire une petite excursion du côté des dispositions en éthique pour la dernière séance. Voilà. Donc, eh bien, nous y allons. Nous savons tous à quel point, en éthique, nous avons des intuitions contradictoires. Nous avons souvent l'impression d'être acculés à une alternative insoluble. Sommes-nous condamnés à dire que nous ne savons rien en matière d'éthique et donc voués, pour reprendre le mot de William James, à l'anesthésie du sceptique moral acculé et réduit aux abois, soit parce que la nature et la réalité des faits et principes moraux nous seraient à jamais inconnus, soit parce que nous ne pouvons plus croire aux prétentions de l'universalisme, qu'il repose sur des formes, des essences platoniciennes, des principes a priori ou des normes universelles, soit parce que nous replions par exemple d'une position franchement réaliste sur une attitude simplement cognitiviste, nous renoncions aussi à parler de connaissance, de vérité, d'objectivité, de croyance justifiée et encore moins de consensus, dans un domaine où ne règnent en réalité que nos émotions, désirs, préférences, projections, valeurs et habitudes ou normes culturelles. La question que je souhaiterais voir avec vous aujourd'hui est justement celle-là. Sommes-nous voués, ainsi que l'on présente trop souvent les choses, à cette kyrielle de dualisme, au dualisme de la raison et du sentiment, de la croyance et du désir, du fait et de la valeur, de la théorie et de la pratique, ou encore à celui de la norme et de la valeur. N'avons-nous d'autre choix qu'entre le dogmatisme de l'universalisme et le relativisme des valeurs, le pessimisme ou le cynisme, et de façon peut-être plus perverse, entre le molle oreiller du doute et la tout aussi molle éthique de la discussion, de la raison communicationnelle. Y a-t-il donc une voie entre les sables détrempés du relativisme et les rochers glacés du dogmatisme, pour parler comme Simon Blackburn? Bien, je vais essayer de montrer que oui, dans l'espace qui nous est imparti, ce qui est bien prétentieux. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un examen de ce en quoi pourraient précisément consister nos dispositions éthiques. Et en particulier sur la grande richesse que constitue sur cette question, à mon sens, l'analyse proposée par certains philosophes classiques et contemporains qui relèvent de la tradition pragmatiste. Putnam, qui est l'un d'entre eux, dans son œuvre, n'a cessé justement de refuser le type de choix que je viens d'énoncer, et il s'est employé à en démonter les mécanismes. Nous avons vu quel rôle pouvaient jouer les dispositions dans toute enquête scientifique et métaphysique de la nature. Mais s'il est une chose précisément qu'ont bien vu les pragmatistes classiques, c'est ceci. Une enquête scientifique, c'est une enquête elle-même d'emblée soumise à des normes et à des principes, mais aussi à des valeurs, en sorte que ce qui vaut pour l'investigation en général s'applique pareillement à l'investigation éthique. Bref, l'intérêt pratique est inséparable de l'intérêt théorique ou cognitif. Personne, dit par exemple Putnam, ne pourrait imaginer une discussion sur le contrôle des théories ou des hypothèses qui se ferait en dehors de certaines valeurs, qui présupposeraient par exemple un consensus extorqué. Fin de citation. Mais contrairement à une première impression, cette attitude se fait moins au nom d'un pur et simple conservatisme et sentimentalisme,
et donc de ce que l'on pourrait trop vite confondre avec une forme plus ou moins déguisée, il faut bien le dire, de néo-pyrrhonisme, qu'il ne s'inscrit dans une démarche offensive en matière d'obligation éthique pour le philosophe moral, pour reprendre le terme de William James, et très nettement, dans le cas par exemple de Peirce en tout cas, au nom d'une attitude résolument réaliste et cognitiviste, désireuse de répondre aux exigences logiques, mais c'est aussi le terme qui est utilisé par William James, de l'éthique. L'un des points forts de l'approche classique des pragmatistes consiste précisément à rendre compte non seulement de la subtile alliance plutôt que de l'opposition qui prévaut entre sentiment et rationalité, de ce que James appelle notre sentiment de rationalité, mais aussi d'indiquer quelle est à partir de là l'attitude la mieux à même de résister au scepticisme, en un mot de répondre à ce qu'exige la stricte logique de la situation éthique. Et pour ce faire, la première obligation, c'est la nécessité dans laquelle, selon ces auteurs, nous nous trouvons, de nous méfier en éthique du dogmatisme et de toute forme de rationalisme moral. Que faut-il entendre par là? Dans le réalisme à visage humain, qui vient juste d'être réédité en collection Folio chez Gallimard, Putnam parvient à une conception très proche lorsqu'il souligne que des termes tels que solution ou problème peuvent nous égarer en donnant l'impression que les problèmes ou solutions éthiques sont sur le même plan que les problèmes ou solutions scientifiques, ce qui n'est pas exactement le cas, ne serait-ce que parce que les questions morales, comme le notait James, se présentent immédiatement comme des problèmes dont la solution ne saurait dépendre de la preuve sensible. Je cite un passage de La volonté de croire, dans la traduction française, page 43. Un problème moral consiste à décider non point de ce qui existe dans le monde sensible, mais de ce qui est bien ou des choses qui seraient bien si elles existaient. Fermez les guillemets. L'éthique, vous voyez, n'aurait donc aucun état pur ou essentiel. Ce serait essentiellement un phénomène anthropologique qui a plus à voir, à en croire James, avec le tempérament qu'avec la théorie. Wittgenstein, par exemple, estimait aussi qu'une philosophie n'est guère plus que l'expression d'une expérience humaine et qu'elle doit être soutenue par la valeur humaine de son auteur. Et il allait jusqu'à considérer que c'est parce que William James, précisément, avait été un humain authentique qu'il avait pu être un bon philosophe. Cette attitude antithéorique, anti-intellectualiste, appliquée à l'éthique, est commune aux pragmatistes, et on la trouve aussi bien chez le logicien de Milford, qui exprime le même genre de réserve que James à l'égard de la science de l'éthique et du rationalisme moral. À cet égard, la science de l'éthique, dit-il, est quelque peu liée à la philosophie de la religion. Il convient toutefois d'être extrêmement attentif à ce que signifie le caractère antithéorique de la critique pragmatiste de l'éthique. Pour Peirce, ce qui est par exemple problématique, voyez-vous, ce n'est pas de prétendre à la scientificité, ni d'avoir une visée théorique, et encore moins, du moins dans son cas, de s'appuyer sur une métaphysique absolutiste dépassée. C'est de se tromper sur le sens à conférer à cette scientificité et sur la véritable visée explicative et théorique qui pourrait et devrait être la sienne. Erreur, selon lui, qui fait commettre une confusion permanente et rédhibitoire, à ses yeux, entre les intérêts théoriques et les intérêts vitaux. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, c'est en effet chez le fondateur du pragmatisme que vous trouvez l'une des condamnations les plus fermes de toute confusion des ordres théoriques et pratiques. Cela, au fond, n'a rien de surprenant. L'éthique a besoin de croyances fermes et fixes. La conscience morale, comme y insistait Musil, exige une sorte de construction sur pilotis. Or, le dogmatisme inévitable,
le conservatisme, le souci de l'urgence sont incompatibles avec le désintéressement, l'humilité, l'esprit de doute, les incertitudes, le sens du probable, le refus des distinctions manichéennes, le goût des nuances, qui sont aux yeux de Peirce des vertus caractéristiques de l'ordre théorique dans lequel le seul arbitre doit rester l'expérience. Or, l'expérience ne peut jamais déboucher sur la certitude, l'exactitude, la nécessité ou l'universalité absolue. C'est pourquoi, écrit-il, de plus d'une manière, une attention exagérée à la morale est défavorable au progrès scientifique. Et comme moyen pour une vie bonne, elle ne va pas nécessairement de pair avec la bonne conduite. Fin de citation. Contre le fait de mêler valeurs morales et valeurs cognitives, donc, car elles sont en contradiction. Si la morale ne fait pas bon ménage avec la science, c'est parce que l'éthique, censée régir le domaine pratique ou vital, est le plus souvent en contradiction avec les normes, les valeurs cognitives et les vertus épistémiques de l'éthique qui doit régir l'enquête scientifique. Mais pourquoi ? Parce que la science est moins un corpus de connaissances et de vérités établies qu'un mode de vie, une attitude qui se définit comme poursuite du savoir plutôt que savoir. Développant une épistémologie de la vertu avant l'heure, Peirce martèle que pour être un vrai savant ou un vrai philosophe, ou plus généralement un vrai chercheur, il faut avoir, je cite, des dispositions ou des vertus telles que l'honnêteté intellectuelle et la sincérité et un réel amour pour la vérité. Le premier pas pour découvrir étant de reconnaître que l'on ne sait pas encore de façon satisfaisante. C'est pourquoi, bien qu'ayant par ailleurs défini l'enquête comme le passage du doute à la croyance, Peirce va jusqu'à dire qu'un vrai savant n'est pas en toute rigueur quelqu'un qui croit. Il a seulement des hypothèses qui sont crues pour autant que l'économie de la recherche prescrit pour l'heure de ne pas en douter, mais qui sont toujours révisables et donc provisoires. Si croire rime donc mal jusqu'à un certain point avec savoir, c'est parce que l'amour du savoir exige que l'on soit prêt à rejeter l'entière cherté de ses croyances, dit-il, au moindre avertissement de l'expérience. Fin de citation. Rien de commun donc entre l'homme de savoir, je cite, mu par la passion d'apprendre la vérité, et l'homme d'église ou le professeur, mu, je cite, par le désir de continuer à croire ce qu'il a cru. Fin de citation. Ces attitudes antithétiques, Peirce les illustre sous les deux formes antiscientifiques de fixation de la croyance que sont les méthodes de ténacité et d'autorité, et sous les deux figures de l'homme de laboratoire et du théologien ou du séminariste, dont Hegel lui semble être en philosophie l'incarnation paradigmatique. Le dogmatisme et le conservatisme, qui semblaient aller si bien de pair avec le sentimentalisme, voilà précisément ce dont il faut protéger une science aux mains de l'establishment. Malheureusement, la dévotion qu'exige le savoir rend difficile la vie mondaine et, je cite, l'acquisition par l'homme de science de livres et d'instruments de laboratoire, etc., dépend de qualifications qui lui font en général défaut, fortune, diplomatie, popularité du professeur, fin de citation. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant, je cite, que ce soit moins à eux qu'on les procure qu'à des individus moins qualifiés pour en faire bon usage pour l'avancement de la science, fin de citation. Tout aussi gravement, l'intrusion de déterminants moraux ou vitaux dans la science est une entrave au fonctionnement correct du raisonnement. On se met à décider de la validité des raisonnements comme le politicien qui soupèse ce qu'il doit prendre en considération et donc en se laissant guider par le registre des seules impressions dénoncées par Peirce comme l'une des méthodes spécieuses de fixation de la croyance. C'est le règne du raisonnement de pacotille, sham reasoning, où ce n'est plus le raisonnement qui détermine ce que sera la conclusion, mais la conclusion qui détermine ce que sera le raisonnement.
celui-ci n'étant qu'un élément décoratif ou du moins secondaire. Pour Peirce, aucune compromission de la science avec la société, la morale ou la pratique ainsi entendue n'est donc possible. Il faut une fois pour toutes se débarrasser de cette tendance hellénistique, dit-il, à laquelle seul Aristote a échappé, qui consiste à mêler philosophie et pratique. La recherche scientifique doit affronter la vérité, que cela s'oppose aux intérêts de la société de l'admettre ou non. Le point de vue de l'utilité est toujours un point de vue étroit. C'est une vérité bien connue, quand tout ce en quoi on ne met pas tout son cœur et toute son âme, on ne réussit pas beaucoup. Or, on ne peut servir deux maîtres, la théorie et la pratique. En conséquence, tout discours sensé sur des sujets d'importance vitale doit s'en tenir aux platitudes. Tout raisonnement les concernant ne peut être que faux. Toute étude s'y rapportant étroite et vile. Ceci se trouve, les textes que je viens de vous indiquer, là, se trouvent dans le volume 2 des œuvres de Peirce, Pragmatisme et sciences normatives, page 289 notamment. Vous regardez tout ce chapitre. Alors évidemment, nous voici face à un problème. Comment concevoir une morale rationnelle, puisque c'est quand même ça apparemment leur objectif, compatible avec notre sensibilité morale. Si Peirce juge précisément indispensable d'évacuer du savoir, voyez-vous, les intérêts moraux, politiques ou religieux, ou si pareillement Wittgenstein jugeait finalement que l'éthique était un sujet trop grave pour qu'on en parlât, c'est parce que dans un cas comme dans l'autre, la rationalité elle-même doit pour chacun d'eux obéir à des principes normatifs stricts. Comme l'a souvent rappelé Jacques Bouvresse au sujet de Wittgenstein, je le cite, « Il ne faut pas confondre le refus du rationalisme moral en tant que réponse philosophique à un problème de fondement avec le rejet de l'idée d'une morale rationnelle. Les idées de raison, de rationalité, ont elles-mêmes un caractère si directement et si profondément éthique qu'il est difficile de dire a priori dans quelle mesure l'éthique peut être fondée sur la raison plutôt que l'inverse. C'est certainement en partie ce que veut dire Wittgenstein, mais chez lui, l'option en faveur de la rationalité, c'est-à-dire selon sa propre expression d'un certain style de pensée, est absolument radicale et sans compromission. Fin de citation. J'ai cité un extrait de Rationalité et cynisme de 1973, page 11. Mais il y a évidemment plusieurs manières de concevoir ce que pourrait être une morale rationnelle ou ce que requiert une définition correcte de la rationalité tout court. J'ai déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots à l'occasion du cours. Or, sur ces deux points, les pragmatistes, qu'il s'agisse de Peirce, de James ou de Putnam, ont apporté par des approches souvent communes des contributions, me semble-t-il, tout à fait originales. Car rejeter l'idée d'une science de l'éthique, faites bien attention, ne signifie pas du tout renoncer à chercher à construire une éthique, ainsi que le souligne William James dans Le philosophe moral et la vie morale, distinguant le philosophe engagé dans ce type de projet de celui qui voudrait constituer à l'avance, comme il le dit, le dogme d'une éthique, mais aussi, je le cite, de tous ceux qui s'arrêtent au scepticisme et avec lesquels il refuse d'être confondu. Loin de considérer le scepticisme comme un fruit possible de la science éthique, le philosophe moral, dit James, ne veut y apercevoir que le seul refuge laissé aux philosophes découragés qui abandonnent ses recherches et renoncent à ses aspirations primitives. Fin de citation. James entend donc, contrairement à ce qu'on dit souvent, se maintenir sur le terrain dogmatique, prétendre résolument poser en principe que la vérité existe, je ne fais que le citer, n'est-ce pas, que la vérité existe et que la destinée de notre entendement est de la connaître. Sur ce point, affirme-t-il, je me sépare de lui absolument. Bref, abandonner la doctrine de la certitude objective ne signifie en aucun cas, je cite, renoncer à la recherche de la vérité. Nous attachons notre foi en son existence et nous croyons toujours améliorer notre position à son égard
en dirigeant systématiquement vers elles nos expériences et notre réflexion. En vérité, considère James, ce qui sépare les empiristes, dont lui, des scolastiques, est une question d'attitude. La force de leur système réside dans le principe, l'origine, le terminus aquo de leur pensée. La nôtre est dans le résultat, la fin, le terminus ad quem. Nous n'avons pas à rechercher d'où vient l'idée, mais où elle conduit. Dans la traduction française de La volonté de croire, c'est page 37. De même, si Peirce est réticent à l'égard d'une science de l'éthique, il est en revanche de plus en plus convaincu de la possibilité d'une éthique pure, philosophique même, dont l'objectif serait non de s'interroger sur les conditions de réalisation d'un but formellement accepté, mais de s'interroger sur ce qui doit être recherché, non pour une raison, mais à l'origine de toute raison, et partant des faits d'expérience qui s'imposent à chacun de nous. Mais qui déterminera ce qu'est notre visée ultime, qui ne peut se réduire, cela va sans dire, au plaisir du moment? Ni le logicien, ni le moraliste, mais le spécialiste en esthétique, dont le rôle est de dire quel est l'état de choses qui est le plus admirable en soi, indépendamment de toute autre raison, fin de citation, et qui arrive donc en premier dans l'ordre hiérarchique de ce qu'il appelle les sciences normatives. Or, bon nombre de nos perceptions morales possèdent ainsi, je reprends la très belle formule de James, une sorte d'intuition directe des affinités des choses, et entrent en rapport avec celles-ci en bravant les préventions de l'habitude et les présomptions de l'utilité. Du moment que vous dépassez les maximes morales vulgaires et rebattues, le décalogue et l'almanach du pauvre Richard, écrit James, vous tombez dans des systèmes et des situations qui, aux yeux du sens commun, paraissent fantastiques et exagérés. Le sens de la justice abstraite que possèdent certaines personnes constitue une variation aussi excentrique du point de vue de l'histoire naturelle que le sont la passion de la musique ou celle des hautes spéculations philosophiques qui consument l'âme de quelques autres. Le sentiment de la dignité intérieure qui s'attache à certaines attitudes mentales, telles que la paix, la sérénité, la simplicité, la véracité, et de la vulgarité essentielle inhérente à certaines autres, telles que la mauvaise humeur, l'anxiété, le ton important et méprisant, ne peuvent s'expliquer que par une préférence innée à l'égard d'une attitude idéale que l'on recherche pour elle-même. Fin citation. Page 202 de La volonté de croire. James ne se lasse pas de revenir sur toutes ces subtilités de la sensibilité morale qui dépassent largement, dit-il, le domaine des lois de l'association. Les choses plus nobles ont un meilleur goût, et c'est tout ce que nous pouvons dire. L'expérience de leurs conséquences peut nous montrer que les choses sont nuisibles. Mais comment en ferait-elle ressortir le caractère méprisable et vulgaire? Si un homme tue l'amant de sa femme, peut-on attribuer à des raisons de fait le dégoût que nous éprouvons à savoir que les époux se sont réconciliés et ont repris confortablement leur vie en commun? Ou supposer que, dépassant les utopies de Fourier, de Bellamy et de Maurice, on nous présente un monde qui assure à des milliers d'êtres un bonheur permanent à la seule condition qu'une âme isolée, à la frontière lointaine des choses, soit condamnée à mener une existence de torture et de solitude? N'est-ce pas une émotion d'une nature spécifique et absolument indépendante que celle qui nous fait comprendre, en dépit de la tentation offerte, le caractère hideux d'un bonheur accepté à ce prix? D'où proviennent, sinon d'un sentiment subtil de discordance, toutes les protestations récentes contre cette justice ancienne et traditionnelle fondée sur la vengeance? Comment comprendre ce sentiment subtil, sinon en admettant donc que, je cite, des forces purement intérieures entrent ici en jeu? Les idéaux les plus élevés, dit James, et les plus pénétrants sont révolutionnaires. Ils se présentent beaucoup moins comme les effets d'une expérience passée que sous l'aspect de causes probables d'une expérience future, de facteurs dont les circonstances environnantes nous ont appris à tenir compte. Mais plus encore,
cela signifie non seulement qu'il existe en notre pensée des rapports qui ne se réduisent pas à répéter les associations de l'expérience, mais aussi que nos idéaux ont certainement des sources multiples. On ne les explique pas tous en leur assignant pour objet un plaisir corporel à acquérir ou une souffrance à éviter. Et nous devons féliciter l'école intuitionniste d'avoir constamment mis en valeur ce fait psychologique. Fin de citation. En revanche, si le problème majeur de l'éthique est non pas le bien, mais ce que je suis délibérément prêt à accepter comme l'énoncé de ce que je veux faire, la formule ici est de Peirce, et si l'éthique est bien une science des fins, il est clair non seulement qu'il est urgent de définir en quoi consiste l'idéal suprême à rechercher, et d'autre part qu'il est impossible de fonder l'éthique sur la logique, puisque c'est au contraire la logique laquelle s'occupe de la pensée comme activité délibérée qui dépend de l'éthique, laquelle à son tour repose, comme je viens de le dire, sur l'esthétique, dont l'objet n'est ni le beau ni le goût, mais l'analyse de la fin elle-même, de l'idéal que l'on serait prêt à accepter et auquel on voudrait délibérément se conformer, soit l'admirable en soi. Mais qu'est-ce que l'admirable en soi? La raison elle-même, dit Peirce, comprise dans toute sa plénitude, pour autant qu'on puisse la comprendre. Selon cette conception, l'idéal de la conduite sera d'exécuter la modeste fonction qui est la nôtre dans le déroulement de la création en contribuant à rendre le monde plus raisonnable chaque fois que, comme on dit vulgairement, cela dépend de nous qu'il en soit ainsi. Fin de citation. Rendre le monde plus raisonnable chaque fois que cela dépend de nous qu'il en soit ainsi. Ce qui rend donc la logique et l'éthique particulièrement normatives, voyez-vous, c'est le fait que rien ne peut être soit logiquement vrai, soit moralement bon, sans que cela s'accompagne d'une certaine fin. Mais il est tout aussi clair qu'il est impossible d'être complètement et rationnellement logique si ce n'est sur une base éthique. C'est là, considère Peirce, une conséquence directe du pragmatisme, car, je le cite, si comme le pragmatisme nous l'enseigne, ce que nous pensons doit être interprété dans les termes de ce que nous sommes prêts à faire, alors sûrement la logique, ou doctrine de ce que nous devrions penser, doit être une application de la doctrine de ce que nous choisissons délibérément de faire, qui est l'éthique. Si James n'inscrit pas sa propre démarche aussi explicitement que Peirce dans l'analyse de la conduite contrôlée et délibérée, encore qu'il ne cesse d'insister sur la nécessité de l'engagement actif et volontaire de l'agent éthique et donne maints exemples de ce en quoi il consiste, il tient aussi pour caractéristique d'une philosophie qui prétend à l'universalité qu'elle prévoit un futur et que ce futur tienne compte de nos attentes et soit en accord avec nos forces spontanées si elle veut pouvoir se définir comme consistant à satisfaire une aspiration et adopter le point de vue impartial nécessaire à la hiérarchisation exacte de nos idéaux. J'ai cité toute une série de formules de James, n'est-ce pas? Si la tâche spéciale que chacun devrait choisir pour sa vie, dit de son côté Peirce, c'est une tâche définie qui se présente clairement à lui et qu'il est bien en son pouvoir de réaliser, on comprend pourquoi il importe de savoir raisonner, puisque raisonner, c'est être, je cite, délibérément prêt à adopter la formule crue comme guide pour l'action, et à déterminer un choix de normes et d'idéaux qui permettront d'organiser notre conduite au sens d'action, au sens kantien, vous l'aurez compris, d'action rationnelle finalisée, tant il est vrai que, je cite, dire que nous vivons pour l'action en tant qu'action, indépendamment de la pensée qu'elle comporte, serait dire que rien ne correspond à la portée rationnelle. Mais comment, dans ces conditions, réconcilier
ce qui apparaît comme une exigence des normes de la conduite et du raisonnement logique, à savoir la critique et le contrôle, et ce qui, nous venons de le voir, fait aussi partie intégrante du domaine de l'éthique, la sensibilité morale. Eh bien, pour comprendre comment, loin de s'opposer à la rationalité, la qualité de sentiment vient en quelque sorte habiter d'emblée, habiter celle-ci d'emblée, n'est-ce pas? Il faut partir de la conduite morale et de la manière dont elle se forme et des règles qu'elle se donne dans la poursuite de ses idéaux. Et c'est ici, comme nous allons le voir, que les dispositions jouent un rôle capital. J'en arrive donc au troisième point, la formation de la conduite par l'élaboration de nos dispositions, par l'éducation, de nos dispositions. Il est ici fondamental de voir que la formation par l'animal rationnel qu'est l'homme de ses idéaux suppose qu'il commence donc en les examinant par voir s'ils ont une certaine qualité esthétique. Il juge belle, fine, cette conduite, et même si sa notion est grossière ou sentimentale, son goût se modifiera avec le temps et tendra à s'harmoniser avec sa nature. En deuxième lieu, l'homme va faire en sorte que ses idéaux soient cohérents entre eux, car l'incohérence lui est odieuse. En troisième lieu, il va imaginer quelles conséquences résulteraient de la pleine réalisation de ses idéaux et se demander quelle serait la qualité esthétique de ces conséquences. Peirce souligne toutefois que si ces idéaux ont été pour l'essentiel assimilés dès l'enfance, ils ne s'en sont pas moins progressivement adaptés à sa nature personnelle et aux idées de son cercle social au fil d'une lente maturation plus que par des actes de pensée distincts. C'est alors en réfléchissant à ces idéaux que l'animal éthique est amené à vouloir ou à avoir l'intention, intend, n'est-ce pas, que sa propre conduite se conforme au moins à une partie d'entre eux, à cette partie à laquelle il croit complètement, à la suite de quoi, je cite, il formule en général, bien que de façon vague, certaines règles de conduite, ce dont il peut à peine s'empêcher, qui ont pour effet de minimiser les effets de négligence future ou les ruses du diable en lui. Mais le fait de réfléchir à ces règles, ainsi qu'aux idéaux généraux qui les sous-tendent, a un certain effet sur ses dispositions, ce qui va entraîner des modifications sur ce à quoi il est naturellement enclin. Tout ce travail sur soi va donc le conduire à examiner la manière dont il agira et, conformément à ses dispositions, à former alors une résolution, une sorte de plan, Peirce dit même une sorte de diagramme, sur la manière dont il agira à cette occasion. Mais tout ce parcours finit par imprimer en sa mémoire, en quelque sorte, une leçon qui transforme la résolution en détermination, qui permet de prévoir ce que sera sa conduite. Page 240-241, dans le volume 2 des œuvres, vous avez tout le déroulé, n'est-ce pas, de l'éducation des dispositions éthiques qu'il propose. Alors, la formation, l'éducation de la conduite suppose donc, dans ces différentes étapes, une part inconsciente, quelque chose, dit Peirce, de caché dans les profondeurs de notre nature, mais aussi, vous le voyez, une prise de conscience des dispositions de conduite ainsi formées qui s'accompagnent toujours, dit-il, d'une qualité de sentiment particulière, ce qui explique que la résolution ne soit pas, ou ne soit que rarement, quelque chose que l'on a formé à l'avance. Gilbert Ryle dit exactement la même chose, n'est-ce pas ? C'est davantage donc
le produit de détermination, dit Peirce, moins définie et néanmoins bien marquée de sa nature, qui se développe à partir des règles générales de conduite formulées, de manière à produire une disposition. Mais à toutes ces étapes, et notamment lorsqu'on en vient à sonder plus au fond notre conduite et à se demander si elle était en accord avec nos intentions générales, le jugement opéré s'accompagne d'un sentiment, et directement après, de la reconnaissance que ce sentiment était plaisant ou douloureux, le sentiment étant plus profond s'il s'agit d'un sentiment de satisfaction et donc d'un sentiment plaisant. C'est parce que la qualité de sentiment est à ce point présente dans la formation même de la conduite que les critiques que nous formulons marquent. Quand l'homme critique sa conduite, il ne s'agit pas de simples éloges ou de condamnations en l'air. Qu'il soit content ou mécontent de lui, sa nature, dit Peirce, absorbera la leçon comme une éponge. Et la prochaine fois, il aura tendance à faire mieux que la fois précédente. Mais le processus de critique et de contrôle suppose en outre que l'on passe en revue ses idéaux. Ici encore, n'est-ce pas, cela n'a rien de formel, car ce n'est pas une tâche à laquelle on décide soudain de s'atteler et dont on se débarrasse. On brasse, on digère, non pas dans sa conscience, mais, dit Peirce, dans les profondeurs de son être raisonnable, les leçons de l'expérience de la vie, ce qui permet d'établir vraiment des tendances plus conformes à ce qui est adapté à l'homme. Page 243. Vous compreniez mieux dès lors que dans cette méditation personnelle, c'est le terme même qu'il utilise, sur l'adaptation, il emploie le terme évolutionniste de fitness, de ses propres idéaux, qui est de nature pratique, les études purement théoriques de l'étudiant en éthique, qui cherche à déterminer à titre de curiosité en quoi consiste l'adaptation d'un idéal de conduite et à déduire d'une telle définition de l'adaptation ce que devrait être la conduite, compte moins que l'entreprise consistant à forger sa propre conduite en visant ce qui est favorable à la vie bonne, right living. En revenant sur ce que sont les caractéristiques de l'action contrôlée, Peirce insiste sur le fait qu'ils ne sont pas forcément tous présents dans chacun des cas. Ainsi, on n'a pas toujours la chance de forger une résolution, mais surtout, la conduite est déterminée par ce qui la précède dans le temps, alors que la reconnaissance du plaisir qu'elle apporte est postérieure à l'action. Contrairement aux logiciens allemands, qui ont eu le mérite de voir le rôle du sentiment et du plaisir, mais le tort de les considérer comme un simple moteur de l'action, Peirce insiste sur le fait que le plaisir est plutôt une sorte de reconnaissance non discursive que nous dérivons de la réflexion que nous menons sur notre action. Le sentiment a en quelque sorte pour fonction de fixer nos émotions. Notre sentiment de plaisir est donc, vous le voyez, un état cognitif qui participe à tout ce processus dans lequel, en définitive, je cite, l'homme peut, ou si on préfère, est contraint de rendre sa vie plus raisonnable. Quelle autre idée que celle-là peut-on attacher, conclut Peirce, au mot liberté? Comment s'étonner dès lors que les phénomènes du raisonnement, lequel est, pour l'essentiel, une pensée placée sous le contrôle de soi, soient dans leurs grandes caractéristiques parallèles à ceux de la conduite morale. Bien qu'ils ne vous soient pas tout à fait aussi familiers que ceux de la morale, parce qu'il n'y a pas de prêtre derrière votre dos pour vous les garder toujours présents à l'esprit. Fin de citation. Que notons-nous en effet? Que quiconque tire une conclusion rationnelle, non seulement pense qu'elle est vraie, mais pense qu'un raisonnement semblable serait juste, dans tout cas analogue. Autrement dit, l'atteste, la contrôle, l'approuve
ou la désapprouvent délibérément. Assurément, toutes les inférences s'imposent à nous de manière irrésistible, à l'instant même où elles nous viennent à l'esprit. Néanmoins, nous avons tous à l'esprit certaines normes, certains schémas généraux de ce qu'est un raisonnement juste, et nous pouvons comparer l'inférence à l'une d'entre elles, puis nous demander si elle satisfait ou non à cette règle, c'est-à-dire si nous pouvons appliquer cette formule générale applicable à des cas particuliers. Ensuite, si nous jugeons que notre norme de la raison juste est satisfaite, nous éprouvons un sentiment d'approbation, et l'inférence désormais paraît non seulement aussi irrésistible qu'auparavant, mais se révélera bien plus inattaquable par quelque doute que ce soit. Sont donc bien présents les principaux éléments de la conduite morale. Le critère général conçu mentalement par avance, l'action efficace dans la nature interne, l'acte, la comparaison subséquente de l'acte avec le critère. Or, que sont les idéaux d'une bonne logique? Ils sont en vérité de la même nature générale que les idéaux d'une belle conduite. Comme eux, ils font intervenir la beauté de la conduite, sa cohérence, l'effet que cela ferait d'appliquer parfaitement nos idéaux, les recommandations à suivre avec constance si on veut parvenir à la vérité, et même une intention logique générale, ce sur quoi on n'insiste pas pour la raison que la volonté n'intervient pas aussi violemment dans le raisonnement qu'elle intervient dans la conduite morale. Pourtant, les normes logiques fonctionnent comme les normes morales. Elles commencent par s'imposer irrésistiblement à nous, et immédiatement après, nous les soumettons à la critique, les comparons à des critères antérieurs, avec cette seule différence que dans le raisonnement, il s'agit de normes ou de règles, et qu'une inférence désapprouvée par l'autocritique est toujours instantanément réduite à néant, parce qu'il n'est pas difficile du tout de le faire. Alors que dans le cas de la conduite externe, nous nous contentons souvent de comparer l'acte avec la résolution et ne prenons pas à cœur la leçon de satisfaction ou d'insatisfaction qui n'influence guère la conduite future. Mais pour finir, et même s'ils ne sont pas tout à fait aussi vifs, tous les différents sentiments qui accompagnent les différentes opérations de la conduite autocontrôlée accompagnent parallèlement celle du raisonnement. Vous voyez que loin donc de s'opposer au raisonnement, la qualité de sentiment, aussi bien sous la forme esthétique du goût que sous celle du besoin, du désir, de la satisfaction et du plaisir, intervient à chaque étape de sa formation au point de créer des règles de conduite, des dispositions à agir, à prendre des résolutions, qui, aussi irrésistibles soient-elles, parce que partie prenante de l'évaluation présente à chaque étape de notre expérience, n'empêchent pas que l'on s'en dégage dans le processus normatif, critique, d'approbation ou de désapprobation qui accompagne tout aussi inévitablement la conduite. J'en arrive donc à présent au quatrième point. Essayons de voir un peu plus près justement cette relation entre les dispositions et les normes. Vous savez que c'est un lieu commun d'une certaine tradition néopragmatiste qui rejoint notamment une ligne de pensée défendue par des auteurs comme Richard Rorty, que les normes sont nécessairement de deux sortes. Ou bien les normes sont transcendantes, bref, transculturelles, ou bien ce sont le simple reflet de nos modèles culturels du moment. Rorty refuse les premières et considère qu'une défense correcte de l'ère post-philosophique qu'il appelle de ses voeux devra partir du fait que nos normes sont de part en part contingentes et investies par la convention. L'analyse des normes que propose précisément Peirce, qui incidemment fait remarquer qu'il n'emploie jamais ce terme au sens de précepte, mais seulement au sens de schéma que l'on copie, régissant la conduite morale et le raisonnement en logique comme ailleurs, a le mérite de montrer qu'une telle alternative est loin d'aller de soi. Si les normes, vous le voyez, sont en un sens irrésistibles ou évidentes, cela ne signifie pas
qu'elles soient, vous le voyez, purement et simplement dérivées de notre nature, ou irréductibles à des traits dispositionnels, voyez, c'est-à-dire à des traits psychologiques d'un système de disposition croyance ou de convention culturelle. Pas davantage ne sont-elles de simples lois ou prescriptions transcendantes que nous devrions suivre. Les normes logiques ou éthiques sont normatives parce qu'elles relèvent des normes de la rationalité. Ce sont les règles que doit suivre un agent idéalement rationnel. Partant, ce n'est pas tant un trait qu'à de fait un système de croyance-disposition ou un agent qu'un trait qui régit notre interprétation d'un système de croyances rationnelles et de disposition à se comporter des individus. En vérité, si nous ne supposions pas qu'un sujet ou un agent a certains traits de rationalité optimale, nous ne pourrions pas tout simplement l'interpréter. Ainsi, nous présupposons, en suivant le principe de charité, qu'il a de bonnes chances de ne pas se contredire. Nous comparons son raisonnement à ceux que nous connaissons en nous demandant s'il satisfait aux règles et normes de la raison juste. Mais il importe de voir aussi, vous l'aurez compris, que les normes telles que nous venons de les analyser, si elles ne se réduisent pas à des dispositions innées de notre nature, et comportent donc bien cette part de prescriptivité sans laquelle elles ne pourraient pas fonctionner comme des impératifs, ne peuvent fonctionner comme des normes que parce qu'elles s'appuient dès le départ sur les sentiments et sur les valeurs qui accompagnent le processus de leur élaboration. À cet égard, vous voyez, Peirce est beaucoup moins proche, qu'on a pu le dire, de positions comme celles que défendent des auteurs comme Habermas ou comme Apple, si tant est que l'objectif principal de ces derniers reste de développer une éthique qui repose sur une opposition entre les normes et les valeurs étant chez eux réduites à des préférences et ne reconnaissant pour seule valeur que celle qui aurait survécu à la discussion de la raison communicationnelle. Si Peirce distingue bien les motifs de l'action des idéaux de la conduite, la formation de la conduite éthique indique clairement qu'à moins d'être habité littéralement par des motifs, ce qui veut dire non pas mu par des émotions, mais mis en forme littéralement par des sentiments, dispositions supposant des évaluations, les normes ne pourraient pas vraiment conduire à l'action, fonctionner comme d'authentiques principes régulateurs, c'est-à-dire pas seulement comme des espoirs, mais comme des espoirs vivants, ou c'est-à-dire l'équivalent justement des options vivantes dont parle pour sa part William James. Et si tel n'était pas le cas, si les normes n'étaient pas littéralement habitées par ces sentiments dispositions, vous voyez, les idéaux que nous avons risqueraient fort alors, comme Peirce le dit parfois en se moquant de l'impératif catégorique, ou de ce que James appelle aussi l'inefficace de l'a priori, et des apothicaires transcendantaux, de ne recevoir de notre part plus d'attention que celle que nous prêterions à, je cite, un hurlement irrationnel insistant, au ululement d'une chouette ou à l'aboiement d'un cabot. Volume 1, cette fois des œuvres, page 375. Autant dire que si nous n'avions pas ainsi confiance en nos sentiments, si nous n'avions pas une sorte d'accès phénoménologiquement immédiat aux normes rationnelles, quand bien même celles-ci reflètent bien des engagements cognitifs, nous serions complètement étrangers à toutes nos opérations cognitives. Ce qui, naturellement, vaut non seulement pour l'éthique,
mais pour la conduite générale à mener dans l'enquête scientifique. De ce point de vue, l'approche de Peirce n'est guère différente de celle par laquelle James analyse lui-même la formation du sentiment de rationalité, que l'on ne pourrait comprendre si on le limitait à n'être autre chose qu'une fonction mentale non contrariée. Ainsi que Peirce décrit lui-même le passage de la croyance au doute et du doute à la croyance. Assurément, le sentiment de rationalité, c'est bien cela, c'est-à-dire, dit James, tout d'abord un sentiment très vif de tranquillité, de paix, de repos. Le passage de l'incertitude et de la perplexité à la compréhension rationnelle, procurant une agréable impression de soulagement et de plaisir. Sentir que l'heure présente se suffit, qu'elle est absolue, n'éprouver aucun besoin de l'expliquer, d'en rendre compte, de la justifier. En résumé, toutes les fois que le cours de notre pensée s'écoule avec une parfaite fluidité, l'objet de notre pensée nous semble rationnel, au moins dans cette mesure. Volonté de croire, page 84. Pourtant, dit aussi James, s'il se limitait à cela, le sentiment de rationalité se réduirait tout simplement à l'absence de tout sentiment d'irrationalité et au plaisir purement théorique que procure l'économie de l'effort mental, qui se traduit dans notre tendance à la généralisation, à l'extension, à la simplification, à l'identification. Il suffit de passer à ce qui constitue le sentiment de rationalité dans son aspect pratique pour voir comment nous parvenons à une définition du monde qui restitue à l'esprit la liberté de son cours, tout en donnant à ce monde une apparence rationnelle. Que constate-t-on alors en effet? Que de deux conceptions également propres à satisfaire l'exigence logique, celle qui éveillera plus facilement les impulsions actives ou qui satisfera mieux d'autres exigences esthétiques, sera considérée comme la plus rationnelle et prévaudra à juste titre. Dès lors, si nous imaginons plusieurs systèmes et que tous satisfassent également à nos besoins purement logiques, chacun d'eux doit encore être passé en revue, puis approuvé ou rejeté par notre nature esthétique et pratique. Et si nous essayons de définir les tests de rationalité que ces parties de notre nature croiront devoir adopter, il semble évident qu'une simple familiarité avec les choses est capable de produire un sentiment de leur rationalité. Fin de citation. Ensuite, que la contemplation quotidienne des phénomènes juxtaposés dans un certain ordre engendre la croyance à leur connexion, croyance aussi absolue que celle qui procéderait d'une croyance, d'une cohérence réellement aperçue. Car expliquer une chose, c'est remonter facilement à ses antécédents, connaître une chose, c'est prévoir facilement ses conséquences. C'est donc bien la pratique courante, custom, qui nous ouvre ces deux voies et qui est ainsi la source du sentiment de rationalité qu'un phénomène peut susciter en nous. En tant qu'elle nous familiarise avec les différentes relations d'un objet, elle nous apprend à passer facilement de cet objet à d'autres et dans cette mesure revêt un caractère rationnel. Et en tant qu'elle nous met en rapport avec les conséquences futures, elle satisfait à l'utilité de cet effet émotif de l'attente sur lequel insiste la sélection naturelle et dont l'importance pratique est manifeste chez tous les animaux, auquel elle donne un objet, sans lequel l'inégalité monstrueuse qui existe entre la faculté de connaître et l'univers total, objet de la connaissance idéale, aurait pour parallèle, dit James, l'inégalité aussi monstrueuse qui sépare de l'univers la faculté d'agir. Comme on sait, l'objet que chacun se donnera ensuite dépendra des différentes manières dont les impulsions actives se trouvent mélangées chez les uns et les autres et engagera en conséquence le type de résolution que chacun prendra selon son idéal de conduite. Mais comme Peirce, vous voyez, James n'envisage pas que la formation générale du sentiment de rationalité suppose une bipartition entre ce qui releverait des impulsions actives d'un côté, de l'intellect de l'autre. Car ainsi qu'il l'observe à propos de nos opinions philosophiques, et quoi que nous puissions alléguer, c'est notre être tout entier qui entre en jeu. L'intelligence,
la volonté, le goût et la passion coopèrent ici exactement comme dans les affaires pratiques. C'est pourquoi la conception d'une intelligence qui exprimerait l'évidence en formules et les probabilités en fractions est aussi inepte, idéalement, qu'elle est actuellement impossible. Fin de citation. Peirce et James insistent donc tous deux sur le fait que nous appuyer sur le sentiment, loin d'être en contradiction avec notre logique, est appelé par celle-ci. Loin d'être la marque de l'irrationalité, c'est le signe le plus sûr de notre sagesse et de notre rationalité. Notre sens instinctif des actions et raisonnements auxquels nous devons nous fier peut ainsi refléter notre saisie de ce qu'on exige d'un agent rationnel. C'est pourquoi, pour Peirce, tourner le dos au contrôle de soi réfléchi, lorsqu'il s'agit de questions vitales, ne diminue en rien notre rationalité ni notre liberté. Comme l'a très bien dit Christopher Hookway, le fait que nous soyons sentimentalement à l'unisson avec les exigences de la raison excède notre compréhension intellectuelle de ce qu'implique la rationalité. Et c'est donc à l'éthique et à la logique d'expliquer toutes deux comment nos pratiques, en un sens acritique, nous mettent ainsi en harmonie avec la raison sans compromettre notre liberté. Et nous allons voir que c'est de cette façon que nous pouvons expliquer nos dispositions parfaitement rationnelles à l'altruisme. Pour ce faire, il faut peut-être sans doute revenir plus à Peirce, je dois dire, qu'à William James. Non pas qu'il n'ait pas des choses à dire là-dessus, mais si je veux parler de dispositions rationnelles à l'altruisme, c'est sans doute, comme l'a bien vu du reste Putnam, vers Peirce qu'il faut se diriger. Il y a en effet un problème fondamental concernant la rationalité et l'altruisme que Peirce a identifié dans un passage de ce qui est intitulé La doctrine des chances, où Peirce examine le choix éthique auquel se trouverait confronté un individu entre tirer une carte d'un paquet contenant 25 cartes rouges et une noire, ou bien tirer une carte d'un paquet contenant 25 cartes noires et une rouge, sachant que s'il tirait une carte rouge, cela lui procurerait pour l'éternité la félicité, et à l'inverse, que s'il tirait une noire, ce serait pour lui le désespoir assuré pour l'éternité. Or, quelle est la réponse de Peirce face à ce choix? Même si en termes probabilistes fréquentistes, nous n'avons aucune raison de choisir plutôt l'un que l'autre, dans un seul cas isolé, en fait, nous raisonnons dans son ensemble en fonction de ce qu'il serait raisonnable de croire à long terme et dans l'intérêt de toute la communauté. En d'autres termes, bien que relativement à un cas individuel, considéré en lui-même, la probabilité ne puisse avoir de signification, je cite Peirce, ce serait une folie de nier qu'il faudrait préférer le paquet contenant la plus grande proportion de cartes rouges, même si, étant donné la nature du risque, cela ne pourrait être répété. Fin de citation. Putnam, à deux endroits, dans Words and Life et The Many Faces of Realism, revient sur les arguments de Peirce et il le loue pour sa perception de la profondeur du problème de l'objectivité et de l'altruisme en éthique. Putnam dit notamment que Peirce a su montrer que les justifications qui ont cours en ce domaine, voyez-vous, ne peuvent s'entendre, ou ne s'entendent en fait que très rarement, en un sens uniquement instrumental. Et que la rationalité instrumentale serait elle-même impossible s'il n'y avait pas des normes neutres dont la prétention à l'acceptabilité rationnelle n'est pas simplement dérivée du fait
qu'elle nous aide à atteindre des buts particuliers un certain pourcentage de fois. Mais Putnam interprète aussi la réponse de Peirce comme signifiant que, je cite, dans Words and Life, page 168, « Même lorsque je cherche à parvenir à un but, dans une situation où il y a de toute façon un risque, la décision rationnelle quant à ce que je dois faire pour atteindre mon but pratique dépend de ce que je reconnais la force contraignante de normes qui ne possèdent pas une justification instrumentale satisfaisante dans les termes de mes propres buts. Partant, les normes, comme la règle d'utilité estimée, ont été découvertes non pas par simples essais et erreurs, mais par la réflexion normative sur notre pratique. Ce pourquoi dire que quelque chose est rationnel, ce n'est pas simplement décrire ceci en accord avec un algorithme ou un autre. Si je dis que croire quelque chose ou agir d'une certaine manière irrationnelle, alors toute chose égale par ailleurs, je recommande cette croyance ou ce genre d'action. En d'autres termes, le choix pratique fait par la personne confrontée au dilemme de choisir dans un paquet de cartes la carte qui lui apporterait le bonheur éternel dans un cas et le désespoir éternel dans l'autre, ne peut se faire sur une base purement utilitariste. Ce qui nous guide dans notre choix, c'est assurément la norme utilitariste agit toujours de manière à maximiser l'utilité estimée, règle fameuse de la théorie de la décision qui s'applique à la majorité des cas de ce genre, n'est-ce pas? Mais l'on ne pourrait comprendre le recours à cette règle si l'on ne présupposait pas que ce que poursuit une personne rationnelle dans une action quelconque, c'est non pas son propre bénéfice, mais d'agir en accord avec la politique qui bénéficierait au bien-être de tous les êtres rationnels dans l'infiniment long terme. Quelqu'un qui ne s'y intéresserait pas, dit Peirce, serait illogique. Il ne dit pas non éthique, il dit illogique dans toutes ses inférences. Ainsi, on ne peut être rationnel que si l'on s'identifie psychologiquement à toute une communauté, en fait, potentiellement infinie de chercheurs. Alors Putnam se dit un peu dérouté par la solution de Peirce et il doute que dans toutes nos actions, par exemple si nous sommes soumis à la torture, cette perspective altruiste et personnellement désintéressée, qui cadre d'ailleurs, il faut bien le dire, avec les vertus bouddhistes d'abnégation de soi que prenait Peirce, puisse valoir. Et il suggère qu'on résolve plutôt le problème éthique ainsi posé en faisant plutôt appel à ce qu'il appelle une obligation primitive et non dérivée d'une certaine sorte à être raisonnable. Bon, mais je ne suis pas du tout sûre, pour ma part, et j'observe que mon collègue et ami Christopher Uguay est d'accord avec moi sur ce point, il n'est pas du tout certain que ce soit ainsi que Peirce pense les choses et qu'il fasse donc appel, si vous voulez, à ce genre de procédure réductive. Bref, il me semble beaucoup plus correct de dire que pour lui, l'altruisme n'est pas l'effet d'une justification ou d'un calcul rationnel. Il apparaît comme immédiatement rationnel. Autrement dit, la réflexion sur le bien de la communauté n'a aucun rôle dans notre usage des probabilités. S'il y a bien une conception primitive de la rationalité, c'est au sens où, comme le dit Peirce, le principe social, j'avais insisté sur ce point dans mon cours du printemps dernier, le principe social est enraciné dans notre logique. Et ce même sentiment est impérativement exigé par la logique. Cette identification de ses propres intérêts avec la communauté est davantage de l'ordre de ce qu'il appelle par moments une révélation, du reste, que de l'ordre de la prescription déontologique. Mais que ce sentiment, vous voyez, soit de nature logique, signifie par ailleurs, et c'est ici que Peirce se distingue de James, qu'il ne s'identifie pas à une sorte de fusion empathique de soi avec autrui. S'il y a bien fusion, en un sens,
c'est au sens d'une fusion avec ce qu'il appelle la raisonnabilité concrète, à quoi il donne d'ailleurs un nom technique. Bref, donc vous voyez, ce n'est pas vraiment quelque chose qui relèverait d'une attitude mystique ou fusionnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui lui apparaît comme immédiatement rationnel, éminemment rationnel au contraire. Voilà. Donc, évidemment, je crois que c'est là quelque chose qui peut paraître surprenant à certains égards, mais qui à d'autres égards, me semble pour ma part, tout à fait juste. Vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, aussi proche en définitive que soit. Dans une large mesure, j'ai essayé de le dire, les analyses de James et de Peirce sur la réalité des normes et sur les relations entre nos sentiments, dispositions et la rationalité, il y a évidemment entre eux des différences importantes qu'il ne faudrait pas évidemment sous-estimer. Bon, parmi ces différences, il est certain, par exemple, que James fait beaucoup plus appel à ce qu'il appelle les cris des blessés et aux soucis que lui posent les personnes concrètes, individuelles, là où Peirce, en réaliste qu'il est, voit les choses beaucoup plus à long terme et dans le sens, en effet, de ce qui est éthique du point de vue de la communauté et pas des individus concrets, personnels, si vous voulez. Bon, donc là, vous avez évidemment une attitude, je dirais, une attitude différente qui n'est pas sans liaison aussi avec l'attitude métaphysique qui est la leur, puisque l'attitude métaphysique de James, c'est le nominalisme, n'est-ce pas? C'est faire appel constamment à des particuliers, là où Peirce, comme vous le savez maintenant, est réaliste et croit plutôt à l'existence d'universaux réels, hein, de généralités réelles. Donc, pour James, c'est vrai que il y a quelque chose qui peut, à certains égards, paraître plus enthousiasmant, dirais-je, et qui enthousiasme un peu plus Putnam, c'est son nominalisme a priori, en tout cas, plus humain, je ne dis pas humaniste, plus humain, au sens où la vérité, en permanence, dit James, humainement parlant, c'est tout ce dont nous disposons. Bon. Mais la vérité humainement parlant, si c'est aussi simplement la vérité telle qu'elle est utile, telle qu'elle se monnaie, il n'est pas sûr aussi qu'elle ne conduise pas finalement aussi à des aspects que James, par exemple, ne serait peut-être pas prêt pour sa part non plus finalement à admettre jusqu'au bout. Bon. En tout cas, vous voyez que ce qui est intéressant dans tout ceci, je dirais, c'est deux choses. D'abord, je pense que ceci nous montre que pour les deux pragmatistes, nous sommes en effet assurément des animaux éthiques, au sens où nos dispositions à l'éthique sont véritablement ce qui est à la base de ce qui va déterminer notre engagement éthique. Vous voyez? Bon, donc je pense que et ce n'est pas du tout une éthique donc de la prescription, une éthique déontologique, une éthique des normes qui est première, c'est beaucoup plus une éthique des dispositions vertus. Vous voyez? Donc plus proche en un sens de quelque chose qui est plus en harmonie avec une éthique de type aristotélicien, vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le fait aussi d'être des animaux éthiques veut dire qu'en même temps, nous sommes des animaux qui, comme le dit Blackburn, sommes capables de hiérarchiser, d'évaluer, de comparer, d'admirer, de revendiquer et de justifier. Bon, parce que ça fait partie aussi de notre animalité éthique. Bien. Mais un climat éthique, c'est aussi quelque chose qui est bien différent, vous l'aurez compris, par les premières remarques que j'ai faites, d'un climat moraliste. En fait même, l'une des marques d'un climat éthique peut être l'hostilité à la moralisation qui est relativement déplacée ou mal formée. Ce point est fondamental car il permet de comprendre pourquoi
le rejet par les pragmatismes de ce que j'ai appelé le rationalisme moral, vous voyez, et leur volonté conjointe d'affirmer la réalité de valeurs et de normes éthiques vont de pair avec la revendication de la possible objectivité de l'éthique. Ce pourquoi, comme le répète James, il n'est d'autre moyen que de refuser l'idée inhérente au scepticisme selon laquelle, dans le domaine de l'éthique, nos jugements pourraient se passer d'un standard extérieur de vérité, ne pas viser à l'impartialité, laquelle impose au philosophe moral qui s'engage de veiller à ne pas privilégier, par exemple, son propre idéal. Comme le dit James au début de La volonté de croire, nous voulons une vérité. Nous avons besoin de croire que nos expériences, nos études et nos discussions doivent continuellement améliorer notre position à son égard. Et c'est sur cette idée que nous concentrons toutes les forces de notre combat intellectuel. Fin de citation. Page 29, pour ceux qui voudraient retrouver ce passage superbe. Donc vous voyez, refuser le dualisme de la raison et du sentiment. Le dualisme aussi de la logique et de l'épistémologie d'une part, et de l'éthique de l'autre, revendiquer la possibilité d'une éthique dans laquelle les notions de vérité, d'objectivité, de normativité, mais aussi d'expérimentation et de faillibilité, continuent non seulement d'avoir un sens, mais tout simplement de s'imposer, sans qu'il faille pour cela les fonder sur telle ou telle définition essentielle du bien, sur telle ou telle faculté a priori, ou renoncer à la présence de valeurs, d'émotions et d'intérêts. Ce sont incontestablement des enseignements tout à fait cruciaux du pragmatisme classique. Alors, pour conclure, je dirais simplement quelques mots, si vous voulez, sur, me semble-t-il, la capacité qu'a un modèle de ce genre, puisque c'est dès là que je suis partie, à répondre à un certain nombre de nos soucis que nous pose justement le scepticisme appliqué à la morale. Bien. Le scepticisme moral, nous le savons tous, c'est quelque chose qui va souvent de pair avec une attitude antithéorique. Il est très important de voir en ce sens que l'attitude donc antithéorique des pragmatistes va, à l'égard de l'éthique, n'est-ce pas, va en un sens radicalement opposé. Qu'il s'agisse de James, de Peirce, mais aussi, j'aurais pu vous parler un peu plus de Dewey ou de Putnam, tous ces auteurs refusent l'idée que l'on puisse réduire le domaine ou les problèmes de l'éthique à l'espace du pur et simple rationalisme moral, mais ce refus s'inscrit d'emblée dans le cadre d'exigences très strictes, vous l'avez vu, quant à ce que doit renfermer, à leurs yeux, l'idée même de rationalité. À un degré ou à un autre, celle-ci suppose donc une entente et non un rejet ou une opposition avec nos inclinations et nos sentiments. Comme on l'a souvent dit, ce qui est donc profondément pragmatiste, c'est d'abord le refus total des dichotomies et des dualismes tranchés. Et si on veut tirer une première conséquence de ce constat, c'est certainement que l'attitude antithéorique des pragmatistes ne doit surtout pas s'interpréter comme un rejet de la philosophie morale, vous avez vu que c'est même le titre d'un des ouvrages de James, ni de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à examiner telle ou telle question relevant de la métaéthique. Au demeurant, si comme Peirce ne cesse de le souligner, il importe aussi bien en logique qu'en éthique de bien raisonner, le philosophe moral a tout intérêt à être un bon logicien, un bon épistémologue, voire, au moins de son point de vue, sans doute pas de celui de Putnam, un bon métaphysicien. Il a d'autant plus intérêt à l'être que, suggèrent les pragmatistes, la métaéthique, dût-elle se limiter à la casuistique, est une partie importante de la philosophie morale. Cela exige donc d'avoir les idées claires sur ce que sont les termes, les concepts, les énoncés et les jugements moraux, lesquels sont bien plus variés et complexes que nous ne le pensons généralement, et non pas donc de nous fier aux vagues conceptions ou théories du bien, ou même de nous en tenir aux seuls besoins, intérêts, valeurs des individus,
aussi cruciaux soient-ils, n'est-ce pas? Il vaut donc mieux aussi être un bon logicien si on veut avoir une chance de justifier la présence et de définir le rôle que peut avoir le philosophe moral dans les débats moraux qu'il convient de ne pas confier aux seuls experts. En dépit de leurs différences, ce qui ressort aussi bien des analyses de Peirce que de celles de James, c'est que la meilleure manière d'être utile à la communauté, à la république morale, pour reprendre le terme de James, c'est bien non pas tant de viser un nouveau système, que vous l'avez vu, d'affiner ses dispositions ou vertus éthiques en approfondissant par l'expérimentation et la recherche, au moins autant que par la discussion, les compétences de chacun, s'agissant des émotions spécifiques, des perceptions morales requises en matière de détermination des idéaux à suivre, mais aussi de délibération et de décision, pour être prêt à mieux affronter des situations éthiques de plus en plus complexes, mais pour se doter aussi des armes nécessaires pour résister à toutes les tentatives visant à fixer les croyances par telle ou telle méthode d'autorité. C'est pourquoi le sentimentalisme conservateur va toujours de pair chez les pragmatistes avec le contrôle et la critique, lesquels s'appliquent aussi bien à soi qu'à ceux qui seraient susceptibles de constituer une menace pour soi et pour les autres à leur libre exercice. Comme le rappelle James, je le cite, « Nos facultés de croire ne nous ont pas été données pour créer des orthodoxies et des hérésies, mais pour nous permettre de vivre. » Bien. Alors je crois que peut-être je vais m'arrêter là. Je vous remercie.